Le Premier ministre sur le chantier de dépollution de la baie de Cocody, Daniel Kablan-Duncan, est allé constater l'évolution des travaux. Des dizaines d'enfants et d'adolescents touchés par le diabète en Côte d'Ivoire. Pour les aider, l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique met en place la première banque à insuline gratuite. Et puis une voie stratégique en mauvais état à la Riviera Palmeraie, véritable parcours du combattant pour les automobilistes. Bienvenue à tous dans votre édition. Le Premier ministre était ce matin sur le chantier de dépollution de la baie de Cocody. Daniel Kablan-Duncan est allé constater l'évolution des travaux. À ses côtés, le ministre de l'Environnement. Le point de cette visite avec Herman Niamien. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la baie lagunaire de Cocody ce samedi 13 juillet 2013. Le chef du gouvernement est venu se faire une idée de l'avancement des travaux de réhabilitation démarrés depuis le 19 mai dernier. Mais à quel stade sont les travaux? Combien de temps reste-t-il pour redonner à ce site son lustre d'antan? Autant de préoccupations sur lesquelles le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été éclairé. Et les explications qui ont été données, en résumé, il faut faire un travail en amont au niveau donc des ouvrages à faire pour empêcher les saletés donc de descendre ici. Et même, on a indiqué donc qu'il faut faire en sorte la précollecte plus haut, en permettant donc, en invitant donc, le ministre des Infrastructures économiques à faire donc des voies, de manière à ce que les précollecteurs aillent ramasser les choses pour que ça ne descende pas. 20 hectares du plan d'eau lagunaire ont déjà été libérés des déchets. Selon les experts, il reste 5 hectares à désherber. Des travaux rendus possibles grâce à 2 machines acquises par le gouvernement à travers le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Ces machines seront renforcées les mois à venir par une autre déjà acquise. Il faut qu'au niveau du bassin de Gourou, les travaux qui sont là-bas puissent arriver à terme et nous pouvons maintenant dire d'ici 3 ans, d'ici peut-être 2 ans, on puisse arrêter les travaux. Et ça, c'est notre objectif. Pour faciliter la réhabilitation de la baie lagunaire, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable invite les populations à rompre avec les mauvaises habitudes en évitant de jeter les ordures dans les canaux d'évacuation des eaux usées. Des ordures qui sont les principales causes de la pollution de la baie lagunaire de Cocody. Le rideau est tombé sur la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie hier au palais de l'Assemblée nationale. La rencontre aura permis de plancher notamment sur le rôle des parlements dans la construction d'une nation. Au thème des travaux, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été élu vice-président de l'Assemblée parlementaire francophone. Le point avec Léon Brou. Des commissions à la présidence en passant par les secrétariats administratifs et parlementaires, c'est une assemblée parlementaire de la francophonie nouvelle au terme de la 39e session de cette organisation. Côté présidence par exemple, le fauteuil de Burkinabé Apollinaire Ouattara est revenu à la sénatrice canadienne André Champagne. Je considère cet honneur comme triple, celui de devenir présidente de cette respectable assemblée, celui d'obtenir le grade de Grand Croix de l'Ordre de la Pléiade, celui de n'être que la 2e femme à accéder à la présidence de l'APF. Comme la nouvelle présidente, le nouveau secrétaire parlementaire de l'APF, le Français Pascal Terrasse, a rendu hommage à ses prédécesseurs pour leurs efforts en faveur de la coopération parlementaire dans l'espace francophone. Hommage a été également rendu à la Côte d'Ivoire pour son succès dans l'organisation des 39e assises de l'APF. Sur cette motion, le président du Parlement ivoirien a fait un commentaire. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire a enfin retrouvé sa juste place dans le concert des nations francophones et continuera, je peux vous l'assurer, à jouer son rôle à chaque instant pour l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Espace d'échange, de promotion de la démocratie et de la coopération parlementaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie tiendra sa 40e session dans un an à Ottawa, au Canada. En bref, la campagne pour les élections partielles du 21 juillet s'ouvre ce samedi à 0h pour s'achever le vendredi 19 juillet 2013 à minuit. La région du Thiologo et les communes d'Anyama, de Bétier et de Doropo sont concernées.
Le taux du chômage en Côte d'Ivoire est de plus de 9%. C'est ce qui ressort de l'enquête portant sur le niveau du chômage dans le pays. Les résultats de cette enquête ont été restitués hier en attendant d'être validés par le gouvernement. Noël Niagno. Le taux du chômage en Côte d'Ivoire, une question à polémique. Le gouvernement a décidé d'y apporter une réponse objective. Depuis ce vendredi 12 juillet 2013, les résultats de l'enquête diligentée en juin 2012 avec l'appui de la Banque mondiale et autres partenaires au développement sont connus. Première étape, la définition du mot chômage. Est en chômage toute personne qui recherche effectivement un emploi. Si vous ne recherchez pas un emploi et que vous êtes assis chez vous et que vous vous promenez à longueur de journée dans les rues, vous n'êtes pas un chômeur. Quand on voit effectivement la réalité des gens qui n'ont rien à faire, qui se promènent, on dit qu'il y a beaucoup de chômeurs. Mais ces personnes ne sont pas toujours dans la logique de la recherche d'emploi. Sur cette base, le taux du chômage en Côte d'Ivoire est estimé à 9,4%, soit 986 320 personnes sur les 10 478 370 actifs ivoiriens. En attendant de restituer les résultats à travers 4 présentations de spécialistes en la matière, cette étude nous renseigne. Nous sommes en train de faire donc une expérimentation en Côte d'Ivoire pour que les chiffres sur la création d'emplois existent, les chiffres sur les demandeurs d'emploi existent. Au regard de ces conclusions, Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, invite singulièrement les jeunes à renseigner les institutions publiques sur leur situation, à l'effet d'avoir une claire appréciation de la question du chômage pour y apporter les solutions justes. La Côte d'Ivoire et le Gabon ont signé un accord de partenariat ici à Abidjan. Le contrat a pour but, entre autres points, d'augmenter le trafic entre Abidjan et Libreville. Hugues Hervé Blé. C'est un nouvel accord de transport aérien qui lie depuis mercredi la Côte d'Ivoire et le Gabon. L'accord signé à Abidjan permet à Air Côte d'Ivoire, la compagnie nationale ivoirienne, d'augmenter de façon illimitée le nombre de ses fréquences à destination du Gabon. Jusqu'à la signature de cet accord, seulement 5 vols étaient effectués par semaine en direction de Libreville. Air Côte d'Ivoire doit aller maintenant de façon illimitée à Libreville. Il peut faire 7 sur 7, 2 fois par jour, 3 fois par jour selon leur disponibilité. Et pour le faire, il faudrait qu'il y ait un accord qui précise exactement cela. Je me réjouis de constater aujourd'hui que nous avons plus de 13 destinations et que nous allons continuer parce qu'aujourd'hui déjà, les capitales que Air Côte d'Ivoire relie nous permettent de dire que dans peu de temps, nous allons couvrir l'ensemble des pays déjà desservis par la défunte Air Afrique. Dans l'élan de leur nouvel accord aérien, la Côte d'Ivoire et le Gabon entendent intensifier la coopération entre leurs administrations de l'aviation civile pour améliorer leurs différentes performances. Toujours dans le domaine du transport maritime cette fois-ci, le ministre délégué chargé des transports du Gabon a visité l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Le Gabon dirigera bientôt le conseil d'administration de cette école sous-régionale installée à Abidjan. Le ministre Emmanuel Jean-Didier Billet, avant que cela ne soit effectif, s'est imprégné du fonctionnement de l'établissement, de ses difficultés éventuelles pour envisager les solutions qu'il faudra leur apporter. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer accueille cette année un peu plus de 700 étudiants de Côte d'Ivoire et des différents pays africains. Fin de l'atelier d'élaboration de la stratégie nationale de développement des cultures vivrières. Le coût de la stratégie est estimé à plus de 600 millions de francs CFA sur la période 2012-2022. Le point avec Noël Niagno. La production vivrière autre que le riz. La stratégie nationale est adoptée après 72 heures de travaux. Elle va coûter plus de 600 millions de francs CFA. Elle prend en compte l'appui technique à la production, à la commercialisation, à l'organisation des acteurs, au renforcement des capacités des structures d'appui. Appui également à la valorisation et à l'amélioration de la compétitivité des produits, sans oublier l'appui au cadre institutionnel. Ça, c'est le volet théorique de la stratégie, avec des cibles identifiées. Mais d'autres réalités menacent le secteur du vivrier, précisément les cultures pérennes et autres questions. Sur ces questions, le directeur de la production et de la sécurité alimentaire rassure. Il a été décidé aussi que dans la mise en œuvre, que les premières années de toutes les cultures pérennes
on puisse associer le vivrier, plutôt que de mettre des plants de couverture ou bien de mettre carrément des herbes pour laisser à nu. Donc cela va permettre d'abord, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, selon les cultures, on puisse produire sur le même espace à la fois le vivrier pendant que les cultures pérennes sont en train de se développer dans la partie où elles dominent. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, l'atelier a recommandé la mise en place d'un dispositif institutionnel capable de mobiliser et canaliser les énergies vers la réalisation des objectifs assignés à la stratégie. Les travaux sur la réforme de la sécurité en Côte d'Ivoire ont également pris fin hier à Grand-Bassam. Il a été question au cours du conclave de la réforme de l'armée ivoirienne et de l'extension de la couverture médicale universelle aux militaires. Francis Boifo. Mission accomplie. La trentaine de tests soumis à réflexion a été adoptée, dira le général de corps d'armée Gueux Michel, président du comité d'organisation de l'atelier. Mais en raison du caractère strictement militaire de beaucoup de tests, seules quelques recommandations relatives aux ressources humaines et au protocole ont été portées à la connaissance de la presse. L'atelier recommande la mise en place d'un service autonome d'aide à la reconversion des militaires, la mise sur pied d'un groupe de travail impliquant le protocole d'État pour la rédaction d'un manuel de dispositions protocolaires lors des cérémonies officielles, l'extension de la couverture médicale universelle aux militaires et à leurs familles, la mise en place d'un comité qui sera chargé du suivi de la mise en œuvre des réformes. Le premier responsable de la défense souhaite l'adoption des travaux de l'atelier par le Conseil national de la sécurité au regard des objectifs du président de la République. Que les projets de loi soient transmis à l'Assemblée nationale pour que nous ayons une armée moderne, républicaine, aux normes internationales pour permettre de faire ce qualitatif qui permettra à la Côte d'Ivoire aussi d'être un pays émergent, aussi en matière de défense, d'ici 2020. Les travaux sur la réforme de la sécurité ont réuni les responsables des différents corps militaires. Plusieurs généraux à la retraite ont été sollicités pour participer à la reconstruction de la nouvelle armée ivoirienne. Ouf de soulagement pour les populations de Zambakro, village situé à 20 km de Yamoussoukro. Zambakro a désormais son centre de santé équipé. Jérôme Kofi Aboulin pour plus de détails. Le centre de santé de Zambakro, une offre du chef de l'État suite à la promesse faite à l'occasion de la double cérémonie du baptême de la 43e promotion d'élèves officiers d'active et de la remise d'épaulettes au sous-lieutenant de la promotion Alassane Ouattara en août 2012. L'établissement est remis aux populations à qui il est destiné depuis le mardi 9 juillet 2013. C'est Madame Jeanne Peumont, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre et des affaires sociales qui a présidé la cérémonie de remise de cette structure sanitaire en présence de plusieurs personnalités dont le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam. Pour Madame Jeanne Peumont, ce centre de santé offert par le président de la République Alassane Ouattara traduit dans les faits la volonté du chef de l'État de travailler à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens et son engagement à toujours œuvrer pour une santé saine des populations. Le centre de santé de Zambakro va accueillir les populations de 12 villages environnants. Ce centre, pourvu de commodités d'accueil, est doté d'une ambulance, sans compter les 2 logements, respectivement pour l'infirmier et la sage-femme. Des dizaines d'enfants et d'adolescents touchés par le diabète en Côte d'Ivoire. Pour les aider, l'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique met en place la première banque à insuline gratuite. Le point avec Beckett Aliko et Marie-Laure Ngoran. Junior, âgé de 9 ans, souffre du diabète. C'est à l'âge de 4 ans, je pissais trop. Des fois, je tombe malade en classe. Des fois aussi, je vomis en classe. Mes parents sont allés faire des examens et ils ont vu que je souffre du diabète. Je me suis sentie mal. Cette maladie génétique et chronique rend difficile son quotidien. Le matin, on me pique. Le soir, on me pique. Et le lendemain matin encore, on me pique. Quand on me pique, j'attends 15 minutes avant de manger. Le soir aussi, j'attends 15 minutes avant de manger. Les injections régulières dont parle Junior sont des unités d'insuline. L'insuline est une hormone qui fait baisser le taux de glucose dans le sang. Des dizaines d'enfants et d'adolescents diabétiques en ont besoin pour vivre. Le coût du traitement n'étant pas accessible à tous,
L'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique vient en aide aux parents. Une banque à insuline gratuite est mise en place. C'est conditionné, il y a des enfants qui sont inscrits et ils ont un carnet et c'est muni de ce carnet et tout ça avec l'ordonnance médicale que tu peux avoir au moins un flacon par mois. Le diabète insulinodépendant de type 1 ne se guérit pas, mais le malade peut mener une vie saine à condition qu'il soit bien traité et suivi. Le Rotary Abidjan Doyen offre un électrocardiogramme d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA au service de cardiologie du CHU de Yopougon. Un don qui vient comme une bouffée d'oxygène pour cet établissement de santé. Honorine Aingori. Cet acte de générosité du Rotary Club Doyen au CHU de Yopougon, à savoir l'électrocardiogramme et du papier ECG, pour une utilisation de 3 ans, couvrant les besoins de 6 000 patients, répond aux aspirations du Rotary qui a pour devise de rendre service. Quand on sait que le thème du Rotary pour cette année 2013 s'intitule « Agir avec le Rotary et changer des vies », on comprend pourquoi ce club service œuvre pour que le CHU soit mieux équipé. C'est le métier du Rotary de faire des dons. Il faut donner l'exemple parce que on sait d'où la Côte d'Ivoire vient. Les besoins sont extrêmement énorme. Il faut que, en synergie, beaucoup de gens puissent faire ce genre de gestes. C'est pour cela qu'il faut le montrer. Pour le directeur général du CHU de Yopougon, Yves Lambin, cet électrocardiogramme est une aubaine pour décharger personnel soignant et patients de leurs difficultés. Et ce sont vraiment des sentiments d'extrême gratitude, de reconnaissance, car nous savons que le Rotary est régulier dans ce genre de gestes posés de manière continue. Ça sert à faire des électrocardiogrammes. C'est l'examen de base en ce qui concerne l'exploration fonctionnelle du cœur. Et ce sont les papiers qui permettent d'enregistrer ces examens. Créé en mai 1989, le CHU de Yopougon est confronté ces dernières années à quelques problèmes. Souhaitons que cette action du Rotary fasse tache d'huile. Dans le domaine de l'économie, la Banque mondiale, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne et monétaire ouest-africaine sont déterminés à donner un coup d'accélérateur à l'intégration de la région ouest-africaine. Une réunion de concertation s'est tenue les 11 et 12 juillet à Abidjan afin de dégager les grandes priorités de l'intégration. Les détails avec Adama Kone. Le rythme de l'intégration ouest-africaine doit s'accélérer. C'est la conclusion de la concertation entre la Banque mondiale, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO les jeudis et vendredis derniers à Abidjan. Nous sommes déterminés à faire en sorte que l'intégration régionale soit une réalité quotidienne de tous les jours au profit des habitants de notre région. Nous avons sérié les priorités. Les priorités, c'est d'abord la nécessité de rendre le transport aérien compétitif. Faire en sorte que les usagers, les bénéficiaires soient en mesure d'avoir une voie de recours quand par exemple leur vol est annulé et sans qu'ils soient informés. Ensuite, les experts ont bien identifié les projets porteurs en matière d'énergie. Accroître l'investissement nécessaire, notamment dans la transformation du gaz du Nigeria et dans l'exploitation du potentiel hydroélectrique de la Guinée qui peut desservir la région à l'ouest. Mais nous avons également indiqué la nécessité pour les États membres de poursuivre les réformes pour que ces sociétés d'électricité, ces sociétés de distribution soient viables. Enfin, le secteur routier qui doit favoriser une bonne fluidité du trafic de marchandises et de personnes. Toutes ces politiques devant être mises en musique par des ressources humaines de qualité. La Banque se propose de travailler avec l'UEMOA et la CEDEAO pour accroître cet effort en mobilisant des fonds qui permettraient d'identifier un nombre de centres d'excellence qui, sur une base concurrentielle, pourraient bénéficier de fonds pour améliorer la qualité de leurs programmes pédagogiques et qui, bien sûr, seraient destinés à servir les étudiants de l'ensemble de la zone. Pour l'ensemble de ces interventions dans les projets régionaux ouest-africains, la Banque mondiale dégage une enveloppe de 1 000 milliards de francs CFA. La Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a abrité un colloque initié par la CDVR. Objectif, faire comprendre les causes profondes de la crise ivoirienne et inviter les populations à vivre ensemble. Charles Tato.
Dans sa quête de solution à la réconciliation des Ivoiriens et au retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire, la CDVR a créé une commission heuristique dont la mission reste la recherche des causes profondes de la crise ivoirienne. Joignant l'acte à la parole, cette composante de la CDVR vient d'initier à Yamoussoukro un colloque sur le thème « Comprendre pour mieux réconcilier ». On sort de l'évocation de nos souffrances. Chacun a souffert. Mais tant qu'il pensera qu'à sa souffrance, la réconciliation sera difficile. Il faut dépasser la souffrance pour arriver à la réflexion qui permet de comprendre les causes. Et quand nous aurons compris aussi que nous sommes tous victimes des mêmes causes, cela nous rapprochera. Au lieu de chercher à mettre le gopor à son voisin, on verra que nous souffrons de la même maladie. C'est tout le monde qui en souffre. Les travaux de ce colloque ont drainé intellectuels, religieux, syndicalistes, acteurs de l'économie et militants de la société civile ivoirienne. Le débat était très houleux, puisqu'on a vraiment débattu des différentes causes. Nous sommes dessus encore, c'est demain qu'on finit. Le colloque a été quand même franc dans l'ensemble, parce que d'aucuns qui ont des positions comme on nous taxe de pro-Gbagbo et de pro-Ouattara, on a pu quand même s'exprimer dans une attente parfaite. J'estime qu'il est important de développer encore plus la formation professionnelle qui garantit l'auto-emploi et qui permettra donc aux populations vivant en Côte d'Ivoire de pouvoir générer l'emploi. Et ce qui m'émeut davantage, c'est la prise de conscience sur cet aspect abstrait, la nation, le pays, le vivre ensemble. Et tout le monde est conscient qu'il faut se parler, il faut que la réconciliation ait lieu. Plusieurs sujets font l'objet de débats au cours de ce colloque, dont le foncier, la démocratie, la sécurité, la justice, l'éducation et la pauvreté. Lutte contre la violence. La Ligue ivoirienne des droits de l'homme en campagne dans les établissements universitaires et scolaires. Objectif de cette campagne, mettre fin aux violences à l'école. Le point avec Honorine Aingori. Cette troisième conférence, initiée par la Ligue ivoirienne des droits de l'homme à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, s'articule autour du thème « Droits de l'homme et règles coutumières en Côte d'Ivoire ». Pour Roche Yao Nyabeli, le conférencier, les droits de l'homme et les règles coutumières sont deux règles actives dans la société. Il explique comment concilier les coutumes ou traditions diverses appliquées par le groupe ethnique en Côte d'Ivoire aux lois du pays et aux normes internationales. De l'enjeu de cette conférence en milieu scolaire et universitaire, il nous en parle. En milieu rural, pour les questions foncières, la gestion de la famille, la gestion de l'héritage, les règles coutumières sont prépondérantes. Mais aussi, on est dans un État moderne et dans le même espace, par exemple l'espace rural, le droit moderne et donc les droits de l'homme qui en découlent sont également actifs, sont valables, sont appliqués. Et je pense que l'université est bien indiquée quand on veut aborder ce genre de sujet. Le projet vise à documenter 50 établissements universitaires et scolaires en Côte d'Ivoire. Les actes que nous distribuons, nous allons enrichir les bibliothèques. Nous allons organiser un concours national sur les droits de l'homme, sur la non-violence, bien entendu, au niveau scolaire. Pour cet étudiant, cette initiative est porteuse. La LIDO nous permet, nous étudiants, de vivre en cohésion sociale et permet réellement aux étudiants de vivre une bonne vie avec la fraternité et puis bannir la violence sur le milieu universitaire. La LIDO est une ONG qui existe depuis 1987 en Côte d'Ivoire. Elle œuvre pour la protection et la défense des droits de l'homme. Il existe à la Riviera Palmeraie une voie qui, par son positionnement stratégique, peut faciliter la circulation dans le quartier. Malheureusement, l'état de cette voie est un véritable parcours du combattant pour les automobilistes. Alexis Ouedraogo. Ce tronçon de route qui part du carrefour de l'église Sacré-Cœur est le meilleur raccourci pour allier Anglais à partir de la Riviera Palmeraie. Malgré son état dégradé, cette voie reste le recours le plus efficace contre les embouteillages quotidiens du quartier. Résultat des courses, le détour imposé par l'état de cette voie est un véritable casse-tête permanent pour les populations contraintes d'emprunter la route régulièrement encombrée qui passe par le commissariat du 35e arrondissement. À chaque fois que nous voulons sortir de la cité, nous sommes obligés de faire le détour
et aller récupérer l'autre voie de l'autre côté, le bitume pour aller au travail. Et c'est compliqué, ça nous prend plus d'1 heure pour sortir déjà de la Riviera Palmeraie. Véritable parcours du combattant pour les automobilistes, même les plus tenaces. Cette voie aurait dû être bitumée depuis l'an dernier, selon les informations données par la mairie de Cocody en juillet 2012. À la réunion, on nous a informé que c'est l'AG7 qui devait faire le bitumage de cette voie en juillet 2012. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, ça n'a pas encore été fait. En attendant la réalisation de cette promesse, la réhabilitation de cette voie longue seulement de quelques centaines de mètres constituerait déjà la fin d'un calvaire pour les riverains et désengorgerait considérablement le trafic routier dans le quartier de la Riviera Palmeraie. À Mankono, des femmes et des hommes s'adonnent au concassage des granites pour lutter contre la pauvreté. L'activité génère certes des revenus, mais les dangers sont nombreux. Djarasouba Larsen pour plus de détails. À défaut d'avoir un fonds de commerce et demeurer dans la pauvreté, certaines femmes de Mankono s'adonnent à des activités musculaires pour satisfaire leurs besoins élémentaires. Dès 7 heures, elles sont déjà sur pied. Au quartier Mouela, Awa Sangaré s'active à réduire le bloc de granit arraché de la montagne Kologo en petits morceaux, aidé par sa fille Aminata. Depuis plus de 5 ans, c'est la même scène qu'elle offre aux passants. J'arrache moi-même à la pioche les morceaux de granit de la montagne. Je les rassemble avant de louer un camion à 11 000 francs CFA pour les transporter jusqu'ici. Avec cette activité, j'aide mon mari à acheter le nécessaire pour la famille et assurer la scolarité de nos enfants. C'est presque les mêmes raisons qui ont conduit depuis 8 ans Fondio Soumaïla sur cet autre site. Je travaille à l'usine. Bon, comme ça ne va pas trop, donc je fais ça pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Il y a 8 enfants. Et sa famille dit ne manquer de rien. C'est mon mari qui casse caillou. Donc il prend ça pour s'équiper mes enfants. Donc c'est dans le caillou, il gagne. Tout ce qu'il veut me donne dans le caillou. Le granulat est vendu à la population à 1 500 francs CFA la brouette et 75 000 francs CFA le chargement de camion benne. Cette activité, même si elle est génératrice de revenus, expose à de nombreux dangers. Éclat de pierre dans les yeux, coup de marteau sur les doigts. Au coucher du soleil, ils rentrent chez eux, les muscles endoloris. Malgré la fatigue, il faut bien reprendre le chemin du travail le lendemain pour survivre. Tension toujours vive en Égypte, les appels à la mobilisation se multiplient en ce début de Ramadan au thème d'une semaine marquée par un massacre lors d'une manifestation pro-Morsi. Regardez. L'armée a pris position dans les rues du Caire, policiers et soldats mobilisés pour ce qui s'annonce comme une grande journée de manifestation. Les frères musulmans ont appelé à un grand rassemblement qui a commencé par une prière. La place Rabat Adawiya est noire de monde. Femmes et hommes réunis pour demander le rétablissement de Mohamed Morsi dans ses fonctions de président. Ensemble pour dire que l'armée a trahi le peuple. Tous ceux qui collaborent avec ces putschistes sont des traîtres à la révolution. Nous ne reconnaissons pas ce gouvernement et tout parti qui accepte de collaborer avec lui est un parti putschiste, un parti dictatorial, un parti qui se range aux côtés des traîtres et non des révolutionnaires. Les manifestants exigent le retour de Mohamed Morsi. L'ancien président n'est pas réapparu depuis son arrestation le 3 juillet. L'Allemagne a demandé au nouveau gouvernement de le libérer. Le pays reste sous tension. Les anti-Morsi ont eux aussi prévu une nouvelle démonstration de force aujourd'hui, ce qui fait craindre de nouvelles violences. Et puis, vous le savez, un train a déraillé hier à la gare de Bretigny-sur-Orge, en banlieue parisienne. Selon le dernier bilan, il y a 7 morts et 30 blessés, dont 8 graves. Des voyageurs et des témoins ont raconté vendredi soir un jeu de massacre, des images de guerre et décrit des scènes d'horreur. D'après la SNCF, une pièce défaillante de l'aiguillage serait à l'origine de la catastrophe. Le président français François Hollande était hier sur les lieux du drame, un drame qui coïncide avec la fête nationale française célébrée demain 14 juillet. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.